présentation de toutsurlehockey.com. Bon début de semaine à tous. Bienvenue dans le podcast du TSLH Podcast. Matt Parra en poste encore une fois cette semaine pour vous donner les dernières informations concernant vos poules de hockey ainsi qu'un petit survol sur les rumeurs de transactions à travers le circuit Bettman. On est le 14 mars 2021. Je prends un petit moment pour vous mentionner que cette semaine, sur le site toutsurlehockey.com, je vais diffuser mon premier ranking pour le repêchage 2021. Donc une première liste des 32 meilleurs espoirs selon mes observations depuis le tout début de la saison. Mon collègue Pascal va suivre également dans la semaine qui suit avec son propre ranking. Et puis on va assurément faire un épisode spécial sur le podcast pour discuter justement de nos rankings, de nos top 32 en vue du repêchage 2021. Donc je vous rappelle que cette semaine également, on va avoir notre épisode bimensuel qui va être publié vendredi. Et puis vous pouvez toujours consulter les profils audio de mon collègue Pascal dans ses chroniques du Scoutcast où il présente plusieurs espoirs éligibles au repêchage 2021. Donc on va commencer tout de suite par les mises à jour des joueurs blessés à travers la Ligue nationale avec la division de l'Est. Donc chez les Bruins de Boston, pour débuter, les Bruins qui connaissent des moments difficiles présentement, on a vraiment de la misère à marquer des buts. On a Tuukka Rask qui est à l'écart depuis le 11 mars. Bruce Cassidy qui mentionnait qu'il croyait que c'était mineur comme blessure, mais ça a traîné puis ça s'est aggravé. On parle d'une absence minimale jusqu'au 15 mars. Donc ce lundi, on devrait avoir une mise à jour concernant le gardien des Bruins de Boston. Et puis on a Ondrej Kase qui est de retour sur la patinoire depuis peu. Il a été blessé dans le deuxième match de l'année suite à une mise en échec à la tête. C'est un retour qui est attendu pour la profondeur des Bruins. Présentement, on a un petit peu de difficulté, comme je le mentionnais, avec l'offensive. On a un Jake DeBrusk qui connaît certaines difficultés. Il a été laissé de côté d'ailleurs cette semaine. Je vais y revenir plus tard dans la portion des rumeurs de transactions. Chez les Rangers, on a accueilli le retour de Artemi Panarin qui a joué samedi, qui a récolté une passe. Il était à l'écart, on le sait, pour des raisons personnelles en lien avec une histoire concernant la Russie. Comme je le mentionnais, quand ça touche un peu le côté personnel et surtout politique, je m'avancerai pas nécessairement sur les raisons de son absence. Mais il est de retour, donc pour les Poolers, c'est une excellente nouvelle. Igor Shesterkin s'est blessé dans le match du 4 mars, une blessure à l'aine. Et puis présentement, Alexander Georgiev prend la relève du gardien de son compatriote russe, mais on a Keith Kincaid qui a été appelé comme auxiliaire au sein des Rangers et au dernier match a blanchi les Bruins de Boston. Toute qu'une surprise pour l'ancien auxiliaire du Canadien de Montréal qui semble être disparu des radars depuis les derniers mois, la dernière année. Mais il connaît des bons moments avec les Rangers, donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Au niveau de sa valeur fantasy, par contre, je serais pas prêt à aller chercher nécessairement Kincaid pour un alignement de gardien de but. Mais n'importe quel pôleur qui a l'occasion
d'avoir un départ supplémentaire dans ses gardiens de but, ça pourrait être une option. Chez les Sabres de Buffalo, on a perdu les services de Jack Eichel depuis le 9 mars dernier. On parle d'une blessure au cou, une blessure au niveau des cervicales. L'organisation a mentionné au début que le capitaine manquerait seulement une semaine, donc possiblement jusqu'au 16 mars, mais Eichel est retourné à Buffalo pour une autre évaluation, puis le 13 mars, on a annoncé que finalement l'absence serait plus longue. On a utilisé les termes « no foreseeable future », donc on ne reverra pas Jack Eichel dans un avenir rapproché, selon la traduction. Un terme qui circule de plus en plus pour éviter de dire une absence à long terme, mais c'est un peu ça que ça veut dire dans le cas de Jack Eichel. Donc, j'aurais eu tendance à dire que c'est une belle occasion pour Dylan Cozens de prouver sa valeur, de prouver son potentiel à titre de premier centre, mais malheureusement, le jeune Cozens qui est à l'écart lui aussi depuis le 12 mars pour une blessure. On parle d'une blessure undisclosed, donc présentement, on n'a pas encore annoncé la nature de la blessure de Cozens. Donc présentement, on se retrouve avec Eric Staal et Riley Sheehan comme deuxième centre à Buffalo. Comme si ça allait déjà mal, ça peut toujours aller pire avec l'organisation. Chez les Penguins de Pittsburgh, on a Jared McCann qui est blessé au haut du corps depuis le 9 mars. Présentement, ce qui est intéressant pour les poules de hockey, c'est que Malkin, qui jouait avec McCann, se retrouve avec Kasperi Kapanen et Evan Rodriguez. Rodriguez qui n'est pas nécessairement un joueur à ajouter dans un pool, mais Kasperi Kapanen est un joueur à conserver dans vos pools. Je vais y revenir dans la section joueurs à surveiller. Mais le duo connaît de très bons moments présentement. Malkin qui a remis la pédale au fond et Kasperi Kapanen qui était supposé jouer avec Sidney Crosby sur le premier trio se retrouve finalement à développer une très belle chimie avec Evgeny Malkin. Donc c'est de bon augure pour les Pens. Finalement, dans la division Est, on a Anders Lee avec les Islanders de New York qui a été placé sur la liste des joueurs blessés à long terme. C'est une blessure au bas du corps. C'est une grosse perte pour les Islanders. Sincèrement, en ce qui concerne les poules de hockey, je m'attends à ce qu'un gars comme Anthony Beauvillier reçoive plus de responsabilités sur l'aile gauche. Donc, si c'est un gars qui est dans les agents libres, c'est un ajout intéressant à faire. Et si vous l'avez déjà dans votre alignement, c'est un must keep. Vous devez garder ce joueur-là. Possiblement qu'il va avoir des présences sur la première unité à l'aile gauche. On n'a pas plus de détails concernant l'absence d'Anders Lee. Il y a Brock Nelson qui a connu aussi une bonne semaine offensivement. Donc vraiment, les joueurs à l'interne chez les Highlanders sont conscients qu'ils vont devoir en donner plus. Brock Nelson en donne déjà plus. Je m'attends à ce que Beauvillier fasse la même chose. Donc, on passe maintenant à la division centrale. On a eu une très, très, très belle surprise du côté des Hawks de Chicago. Kirby Dach est de retour à l'entraînement. Évidemment, il patine sans contact. On se rappelle que le jeune joueur de centre a été opéré au poignet à la fin décembre. On prévoyait une absence de 4 à 6 mois selon le diagnostic qui est sorti pendant le championnat mondial junior. Dans un article de toutsurlehockey.com, mais qui provenait d'une information des médias de Chicago. Je crois que c'était The Athletic, me semble, de mémoire. Mais bref, l'équipe a mentionné qu'on va être très patient dans le cas de Dach. C'est un jeune joueur. Évidemment, lui, il veut revenir au jeu, qu'il soit à 90% ou à 95%. L'équipe est très consciente que Dach va pousser pour revenir au jeu cette année, mais on a réitéré la patience à son égard. Il n'y a pas de date prévue pour son retour présentement, mais on est tout à fait conscient que cette année, là, les Hawks, on n'est pas all-in.
Heureusement, on est dans le portrait des séries, c'était pas prévu, mais ce sera pas une raison pour ramener Dak plus vite que le timeline établi dans son cas. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais pour les poolers, Kirby Dach demeure toujours un point d'interrogation. C'est sûr que si vous avez accès à une liste des joueurs blessés et qui ne comptent pas dans votre roster, c'est un gars à conserver. On ne sait jamais s'il peut revenir dans le dernier mois d'activité. Mais présentement, il n'y a pas vraiment de date prévue pour lui. Et toujours sous le thème des absences à long terme, on a eu également Nikita Kucherov de retour à l'entraînement chez le Lightning de Tampa Bay. Présentement, le plan pour Kucherov, c'est qu'il revienne pour les séries. C'est qu'il soit prêt pour les séries. Puis si le plan fonctionne à merveille, Kucherov va rentrer en série et son salaire ne comptera pas sur la masse salariale. Là, il y a eu un petit débat par rapport à tout ça, par rapport à la gestion de ce cas-là. Évidemment, on a accusé le Lightning de faire exprès de ralentir la progression de Kucherov pour être sûr qu'on termine la saison régulière sous le cap salarial. Parce que là, on est vraiment à côté au plafond. Donc, avec Kucherov qui embarquerait pendant la saison dans l'alignement, c'est clair qu'on dépasserait le plafond, on ne serait pas en règle. Plusieurs médias ont mentionné que la Ligue surveillait le cas de près, mais lorsqu'on regarde le temps que Brayden Point a pris pour récupérer de la même blessure l'an passé, on est pas mal dans le même timeline, on est pas mal dans la même période de temps de récupération. Donc, ça va être intéressant de voir si Kucherov, admettons qu'il est prêt avant les séries, comment on va gérer tout ça? Parce que s'il est prêt avant les séries, la date limite des transactions va être passée. On ne pourra plus faire nécessairement de mouvement de personnel pour faire rentrer son salaire dans la masse salariale. Je m'attends vraiment à ce qu'il soit juste de retour pour les séries. Du côté des Hurricanes, Teuvo Teravainen progresse, mais il patine encore sans contact. Une information en date du 13 mars. On se rappelle que le Finlandais est à l'écart pour une commotion cérébrale. Et puis là, les Canes ont perdu également Vincent Trocheck, qui a un bon historique de blessures. On se rappelle, il a été blessé à la jambe dans les dernières années. Il a raté beaucoup de matchs. Il est revenu trop vite, il s'est reblessé. On ne sait pas encore si c'est en lien avec ça, sa blessure actuelle, mais on s'attend à ce qu'il manque beaucoup de rencontres dans les prochaines semaines. Il ne sera pas du voyage de 2 matchs qui commence sous peu, mais Rob Brind'Amour s'attend également à ce qu'il manque d'autres matchs après ce voyage-là. Selon Sarah Sivian, une journaliste qui couvre les Hurricanes de la Caroline, on pourrait parler d'absence s'étalant sur des semaines, voire même 1 ou plusieurs mois. Donc, à surveiller cette blessure, c'est dommage parce que Vince Trocheck connaissait de très bons moments jusqu'à temps qu'il tombe au combat de nouveau. Chez les Preds, la liste des joueurs blessés s'allonge à chaque semaine. Cette semaine, ça a été Roman Josi qui a rejoint la liste des joueurs blessés. On parle d'une absence réévaluée de semaine en semaine, statut week to week. Donc, plusieurs semaines d'absence pour le défenseur des Preds. Présentement, c'est une bonne occasion pour les joueurs qui sont dans la vitrine pour les rumeurs de transactions d'augmenter leur valeur d'échange. On pense surtout à Mattias Ekholm qui a tout l'espace pour prouver sa valeur. Mais en termes de fantasy aussi, ça va être très important de garder Mattias Ekholm. Depuis son retour de blessure, il produit de l'offensive, il est efficace, et puis sans Roman Josi, sans Ryan Ellis, c'est clair que c'est lui le défenseur numéro 1 présentement. Donc Mattias Ekholm à conserver dans vos pools. Et puis je peux pas passer par-dessus, en lien avec la blessure de Roman Josi, les débuts dans la Ligue nationale de Frédéric Allard. Je comprends que c'est pas un joueur qu'on va ajouter dans un pool, mais très content de voir l'ancien des Saguenayens de Chicoutimi commencer sa carrière dans la Ligue nationale. Il a connu un très bon match.
Cette saison, 8 points en 7 matchs dans la Ligue américaine. Il avait commencé la saison en Ice HL en Autriche parce que la Ligue américaine a tardé avant de lancer son calendrier régulier. Donc, la belle expérience pour le jeune alors qui a 23 ans. Un choix de 3e ronde des Preds en 2016. Et puis, on termine la division centrale avec les Stars de Dallas qui ont accueilli Alexander Radulov, ce dimanche. Il a même marqué un but à son retour au jeu. Une très bonne nouvelle, ça faisait 2 podcasts qu'on disait que Radu revenait bientôt. Ben là, c'est fait, il est de retour. Donc, pour les Poolers, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je peux pas passer par-dessus le fait que Roope Hintz, vous devez le voir, ceux qui l'ont dans leur alignement doivent être aussi frustrés que moi présentement parce que Roope Hintz est blessé jusqu'à temps qu'il ne le soit plus. Et je m'explique, à chaque jour, il est disponible ou il est game time decision, puis 3 minutes avant le match, finalement il joue pas ou finalement il joue. Donc, dans les poules où on doit faire notre alignement, Roope Hintz, c'est un gars très tannant cette année. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans son cas. Il n'y a pas beaucoup d'updates, mais il joue presque une game sur 2. Il connaît une bonne saison, mais côté fantasy, c'est difficile avec Hintz parce qu'on sait jamais. On sait toujours en fait 2-3 minutes à l'avance s'il va être de l'alignement chez les Stars. Mais quand il est dans l'alignement, il demeure le premier centre des Stars. Ça fait aucun doute là-dessus. Dans la division canadienne, il y a les Jets de Winnipeg qui ont perdu les services de Nathan Beaulieu pour plusieurs semaines. Il a été placé sur la liste des joueurs blessés pour une blessure au haut du corps. C'est une perte qui est quand même assez dommageable pour les Jets parce qu'on n'a pas une défensive si profonde que ça présentement à Winnipeg et chaque membre qu'on perd, c'est dommageable. Je regarde présentement l'utilisation de Nathan Beaulieu. Évidemment, le défenseur n'a qu'un point cette saison. C'est pas le plus offensif, on s'entend. Mais tout de même utilisé 16 minutes 43 en moyenne par match. Et puis là, on a Logan Stanley qui va prendre sa place dans l'alignement. On a Sami Niku aussi qui va faire des présences. Donc, ça risque d'être un comité de défenseurs qui remplace Nathan Beaulieu. Puis les 2 défenseurs que j'ai mentionnés n'ont jamais joué plus que 13-14 minutes par match. Chez le Canadien de Montréal, on a Ben Chiarot qui est blessé au poignet. Je crois qu'on est pas mal tous au courant parce que ça s'est ébruité. Chiarot a quitté le voyage dans l'Ouest avec un plâtre à la main. Donc c'est vraiment pas bon signe. Il y a eu des rumeurs comme de quoi qu'il serait absent de 4 à 6 semaines s'il se faisait pas opérer à la main. C'est une blessure à la main des suites d'un combat. J'embarquerai pas dans le débat des combats, mais reste que la perte de Chiarot est quand même assez dommageable, même si le défenseur jouait. Personnellement, je trouvais qu'il jouait pas bien, là, mais ça reste un gars qui jouait aux côtés de Weber. Présentement, on a monté Romanov sur la paire avec Weber, qui fait pas mal. Mais ça reste un jeune qu'on a propulsé dans de plus grosses responsabilités alors qu'il est encore en mode acquisition d'expérience, d'adaptation. Donc, avec une absence de 4 à 6 semaines, ça nous mène vraiment passer la date limite des transactions. Donc, ça va être intéressant de voir comment Marc Bergevin va réagir à cette perte-là. Présentement, on a Victor Mété qui a intégré l'alignement et comme je le mentionnais, Romanov qui joue les minutes de Ben Chiarot sur la paire avec Shea Weber. Chez les Sens, on a eu Matt Murray qui a quitté le warm-up dimanche pour une blessure au haut du corps. C'est Joey Daccord qui a embarqué, puis finalement, il a gagné son match contre les Leafs de Toronto. Une bonne performance pour le jeune gardien de but, une première victoire dans la Ligue nationale de hockey. Évidemment, Matt Murray, c'est le genre de gardien de but qu'on a dans un pool de hockey parce que il y a beaucoup de départs chez les Sens, mais c'est pas le gardien le plus victorieux, on s'entend. Est-ce que Joey Daccord peut être
un bon ajout dans un pool avec des agents libres? Je ne crois pas. Les Sens ont quand même juste 10 victoires cette année. Mais c'est dommageable parce que Matt Murray commençait à connaître certains bons départs. On commençait à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel pour le gardien des Sens. Mais on n'a toujours pas d'update concernant sa blessure au moment de l'enregistrement. Donc on termine avec la division Ouest. On a les Golden Knights qui vont possiblement accueillir le retour de Robin Lehner dans son alignement. Je rappelle, il a été assigné à la Ligue américaine pour un reconditionnement. Il était blessé depuis quelques semaines déjà. Puis, samedi, dans la Ligue américaine, il n'a pas obtenu le départ. Puis, selon des informations de certains médias à Vegas, Robin Lehner pourrait rejoindre les Golden Knights dès lundi. Donc là, ça va être intéressant de voir la gestion des gardiens à Vegas. Parce que Marc-André Fleury est tout feu, tout flamme devant la cage des Golden Knights. Est-ce qu'on va donner des départs à Robin Lehner? J'en suis assuré. Est-ce qu'on va revenir à un partage 50-50? Ça, je suis pas aussi sûr que ça. Donc, pour ceux qui ont Marc-André Fleury dans votre pool, désespérez pas, je crois pas qu'il perde son poste, mais vraiment pas. Et puis, chez les Golden Knights, on a Alex Pietrangelo, qui est à l'écart pour une blessure au haut du corps. Encore une fois, la fameuse expression foreseeable future, on s'attend à du long terme. Quand on utilise cette expression-là, c'est immanquable, c'est vraiment à long terme. Plusieurs semaines, voire quelques mois. Jusqu'ici, chez Theodore fait bien sur la première paire avec Alec Martinez. Puis, dans les joueurs à surveiller, je vais vous parler d'un défenseur émergent, oui et non, mais un défenseur qui vaut la peine d'être surveillé dans un pool de hockey. Son nom, c'est Dylan Coghlan. Et je vais y revenir parce qu'il a connu toute une semaine, le jeune défenseur, au sein de la formation de Vegas. Chez les Coyotes, on a Darcy Kuemper qui est à l'écart depuis le 9 mars et une blessure au bas du corps, puis tellement de malchance pour le gardien de but. L'année passée, présentait des chiffres dignes d'un gagnant du trophée Vezina, puis finalement tombe au combat pour une blessure au genou. Cette année, même chose, on s'attend encore à du long terme. Donc, c'est très dommage pour le gardien des Coyotes d'Arizona. En revanche, pour les amateurs de pool de hockey, Antti Raanta est un must keep. Vous devez garder Antti Raanta qui prend la relève. On se rappelle l'an dernier, quand Kuemper est tombé au combat, Raanta a très bien fait devant la cage des siens. Puis, au lendemain de la blessure de Darcy Kuemper, il a sorti un match de 44 arrêts sur 45 lancés. Donc, Antti Raanta, petit conseil à conserver dans vos alignements. Et puis, on a Niklas Hjalmarsson qui est blessé au haut du corps chez les Coyotes. Blessé depuis ce dimanche. Il n'y a pas eu de mise à jour jusqu'ici. Puis, c'est très malheureux parce qu'il y a certaines rumeurs de transactions qu'il visait dans les dernières semaines. Son nom est rentré notamment dans le TSN Trade Bait. Hjalmarsson qui était également visé par des rumeurs de transactions l'an passé. Donc, c'est sûr que si sa blessure s'étire, on risque de perdre une belle opportunité pour les Coyotes d'avoir un retour sur le marché des transactions pour le défenseur. Enfin, chez l'Avalanche du Colorado, on a Carly McCarr qui est encore blessé. On se rappelle, c'est une blessure au haut du corps. Présentement, il patine pas avec l'équipe. Selon des informations qui sont sorties le 12 mars dernier, il patine en solitaire présentement. Mais au moins, on a retrouvé Nathan MacKinnon à son poste sur la première unité. Dans le dernier podcast, je mentionnais que MacKinnon était à l'écart à la suite d'une mise en échec à la tête. On attendait de voir les développements. Pour l'instant, on parlait de 2-3 matchs à rater dans la dernière semaine, mais finalement, il a manqué quelques matchs, puis à la fin de la semaine, il était de retour dans l'alignement. Au niveau des joueurs à surveiller cette semaine, les Hot Streak, je parlais d'un défenseur tantôt pour Vegas, Dylan Coghlan. Défenseur de 23 ans,
jamais repêché dans la Ligue nationale, a été signé comme agent libre par les Golden Knights de Vegas. Défenseur droitier de 6 pieds 2, 190 livres. Il a fait son junior dans la Ligue junior de l'Ouest. Sa dernière année, il frôlait le 1 point par match en série et en saison. Puis en 2018, il s'est joint au club école des Golden Knights et a tout de suite enligné une saison de 40 points en 66 matchs. On se rappelle par contre, Chicago avait toute qu'une formation dans la Ligue américaine. Puis là, cette année, on parle d'une production de 5 points en 14 matchs. C'est pas énormément élevé, mais depuis le départ de Pietrangelo, en fait, dans la dernière semaine, Coghlan a sorti un tour du chapeau. Son premier but dans la Ligue nationale l'a obtenu dans un tour du chapeau. C'est assez impressionnant, merci. Puis a aligné quelques points également par la suite pour en venir à 5 points jusqu'ici cette saison. Est-ce qu'on va lui donner plus de responsabilités en l'absence de Pietrangelo? Je ne crois pas. Est-ce que ça vaut la peine de l'ajouter dans un pool? Je ne crois pas non plus. Mais c'est tout de même un joueur à surveiller parce qu'il est sur une bonne séquence et si la séquence se poursuit, ben là, à ce moment-là, les Golden Knights pourraient monter Coghlan dans sa hiérarchie des défenseurs. Chez les bonnes séquences de points cette semaine, on a eu Max Domi avec 4 points en 3 matchs, même si parfois il soulève les critiques des médias, mais surtout de son entraîneur, Max Domi, a retrouvé quelque peu sa touche cette semaine, puis c'est une bonne nouvelle parce que Columbus, on va en parler plus tard, mais il cherche un centre. Puis Max Domi, présentement, ne répond pas aux attentes. Donc un 4 points en 3 matchs cette semaine, c'est de bon augure pour le joueur de centre. Il y a aussi Adrian Kempe qui a marqué 5 buts en 3 matchs. Donc le joueur des Kings qui est à surveiller encore une fois cette semaine, vient de connaître une très bonne semaine. Kirill Kaprizov, Dollar Bill Kirill, 4 buts en 3 matchs. Quel joueur! Sincèrement, c'est impressionnant. Le parallèle avec Artemi Panarin est tellement facile à faire, mais c'est clair qu'il y a le talent pour connaître une carrière comme Panarin. À sa première saison, qu'on lui donne le Calder tout de suite. Il y a quand même quelques candidats sérieux qui le suivent, mais présentement, Kaprizov est tout feu, tout flamme. La semaine passée, il était dans les joueurs à surveiller cette semaine. Cette semaine, il l'est encore en hot streak. Ça va très bien pour Kirill Kaprizov. Du côté des Panthers de la Floride, on a Mackenzie Weegar qui a cumulé 6 points en 4 matchs. Très bonne semaine pour le défenseur des Panthers qu'on se rappelle, qui était sur le marché des transactions avant la saison. Puis, avec la nouvelle administration des Panthers de la Floride, on a décidé de le conserver parce que ses statistiques avancées plaisaient à la nouvelle administration. Donc, on a décidé de le garder. Puis, Mackenzie Weegar fait du très bon travail cette année chez les Panthers. Toujours chez les Hot Streak, on a Ondrej Palat chez le Lightning de Tampa Bay qui a cumulé 8 points en 4 matchs cette semaine. Et on a aussi, chez les Stars de Dallas, le jeune Jason Robertson qui a pris la place de Roope Hintz au centre pendant quelques matchs parce que, comme je le mentionnais, Roope Hintz, on ne sait jamais quand il joue ou quand il est blessé. Mais Jason Robertson a très bien répondu cette semaine à la demande. Il a connu un match de 4 points contre Chicago, puis a connu un match de 2 points contre Nashville. Donc, il a fait 6 points à ses 5 dernières rencontres. Donc, un joueur à surveiller pour cette semaine, surtout si Hintz n'est pas de l'alignement. Jason Robertson est une bonne option. Enfin, chez les attaquants, j'irai avec le duo Kasperi Kapanen et Evgeny Malkin. J'en parlais tout à l'heure. C'est une excellente semaine pour le deuxième trio des Penguins de Pittsburgh. Malkin, 2 buts, 4 passes, 6 points en 4 matchs. Et puis Kapanen, 5 points en 4 matchs. On se rappelle, Kapanen, ça a pris plus de temps avant qu'il rejoigne les Penguins de Pittsburgh en raison de l'isolement. Il y a eu des problèmes au niveau de la COVID aussi. Puis quand il est arrivé, la saison était commencée, donc on le faisait jouer sur la 4e unité. Pas beaucoup de temps de jeu.
cumulait quelques points, mais c'était qu'une question de temps avant qu'il rejoigne Sidney Crosby ou Malkin. Préalablement, on le voyait avec Crosby, mais finalement, avec Malkin, ça clique très bien. Donc, un duo à conserver dans vos poules de hockey. Puis si je vais rapidement avec les meilleurs marqueurs de la dernière semaine, Leon Draisaitl, 9 points en 4 matchs. Connor McDavid, même chose. Nikolai Ehlers, 6 points en 3 matchs. Brock Nelson, que je mentionnais tantôt, a cumulé 5 points en 5 matchs. Et ces 5 points sont 5 buts. Donc, pour remplacer Andersley, une valeur très intéressante, Brock Nelson. Et puis, on a eu également Kiefer Bellows, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Cette semaine, a cumulé 3 buts en 2 matchs. Lui, c'en est un aussi qui pourrait obtenir des promotions en lien avec l'absence d'Andersley. Puis il a très bien répondu cette semaine. Donc, un ajout très intéressant pour la semaine à venir. Maintenant, chez les gardiens de but, on a le duo de Casey DeSmith et Tristan Jarry qui connaît une excellente séquence. Le duo de gardiens de but qui accumule les victoires cette semaine, mais aussi qui accumule de très bonnes moyennes de buts alloués et d'efficacité. Dans le cas de Smith, on parle d'une moyenne de buts alloués de 0.50 et une moyenne d'efficacité de 979. Il a donné un but en 2 matchs. C'est une excellente performance pour lui cette semaine. Et Tristan Jarry a connu de très bons moments aussi avec une moyenne de buts alloués de 2 et une efficacité de 931 en 2 départs cette semaine. Donc pour les Pens, la formation va bien. Donc les gardiens également vont bien. C'est une bonne nouvelle parce que, faut se le dire, des gardiens de but qui vont bien, il y a 2 choses. Soit qu'ils accumulent les victoires, mais qui donnent beaucoup de buts. Je pense, j'ai l'exemple devant moi, là. Andrei Vasilevski, en 3 départs, 3 victoires. Mais quand on regarde ses moyennes, 2,96, 886 d'efficacité. Donc oui, il accumule les victoires, mais le gardien de but donne beaucoup de buts. Donc pour un fantasy que le nombre de buts compte, ben c'est pas ce que j'appellerais des hot streaks vraiment. Un peu à l'image de Carey Price, je dirais, cette semaine, qui a connu une bonne semaine, le gardien de but du Canadien, là. Il a affiché des bonnes moyennes cette semaine, mais il n'a pas remporté des victoires. En 3 départs, une victoire, mais une moyenne de 1,66 puis une efficacité de 944. Donc, il a fait le boulot. Mais la formation n'a pas été en mesure de remporter des matchs. On regarde également un gardien comme Ilya Samsonov qui revient du protocole COVID. Il a été amoché pas mal, le gardien de but russe. Les Capitals connaissent une bonne séquence, donc il a récolté plusieurs victoires cette semaine. On parle de 3 victoires en 3 départs, mais une moyenne de buts alloués de 2,67, ce qui est acceptable, mais c'est pas élite. C'est pas des performances comme un Casey DeSmith, un Tristan Jarry, Semyon Varlamov qui a eu 1,41 de buts alloués cette semaine en 2 rencontres. Donc, c'est des gardiens de but qui vont bien parce que leur formation va bien. Mais on a Kaapo Kähkönen et Devan Dubnyk. Kähkönen qui a une bonne formation devant lui avec le Wild, ça va bien. Mais le gardien recru n'a pas perdu à ses 8 derniers départs. Cette saison, Cam Talbot était supposé être le gardien numéro 1 et Kähkönen devait être le gardien numéro 2.5. Parce qu'on s'attendait à ce que Alex Stalock assure les arrières de Cam Talbot en compagnie de Kaapo Kähkönen. Donc là, on se retrouve avec une séquence de 8 départs sans défaite. On ne redonnera pas le filet à Cam Talbot. Kähkönen démontre qu'il est prêt, puis c'est lui qui va garder le filet. Donc c'est clairement un gardien à surveiller pour la prochaine semaine. Et pour Devan Dubnyk, les Sharks sont sur une bonne séquence, 3 victoires en 3 matchs cette semaine. Puis Dubnyk a maintenu une moyenne inférieure à 1. On parle d'une moyenne de buts alloués de 0,99 et une efficacité de 967. Donc clairement, Dubnyk devient de plus en plus l'homme de confiance alors que Martin Jones, ça va pas très bien pour le gardien. Il a connu un bon départ par contre, faut y donner. Il a connu un bon départ cette semaine.
Il a donné un but en 27 lancés, mais on semble fonder plus de confiance en Devin Dubnyk qu'en Martin Jones. Bloc rumeur de transaction. On va débuter d'abord avec une réelle transaction qui s'est passée entre les Maple Leafs et les Blue Jackets de Columbus. Les Leafs qui ont échangé leur défenseur Mikko Lehtonen contre le gardien de but Veini Vehviläinen. J'ai aucune idée c'est qui, mais je sais que Mikko Lehtonen était un défenseur qui était assez, j'irais pas jusqu'à dire prometteur, mais son arrivée de la KHL laissait croire qu'il allait percer l'alignement des Maple Leafs. C'était un défenseur qui connaissait vraiment beaucoup de succès dans la KHL, puis on connaît la défensive des Leafs, et on se disait comment ce gars-là peut ne pas avoir de poste dans l'alignement. Finalement, il a été échangé contre un gardien de but de 24 ans, un choix de 6e ronde en 2018 des Blue Jackets de Columbus, qui s'est développé en Finlande pendant tout son junior, a joué également dans la Liga, affiche des bons chiffres dans la Liga. Sérieusement, je suis en train de regarder, je suis surpris. Mais cette année, a commencé la saison en Liga, évidemment, parce que dans la Ligue américaine, il n'y avait pas d'action. Et puis là, cette année, un match dans la AHL a perdu. Je connais pas le gardien de but finlandais, donc je peux pas m'avancer sur son potentiel. Puis ça m'empêche également de m'avancer sur cette transaction-là. Mais je suis quand même surpris que Mikko Lehtonen ait été échangé par les Maple Leafs. Dans les rumeurs de transaction, le cas de Matt Dumba devient compliqué. Puis ça, c'est pas nécessairement un journaliste qui rapporte une rumeur ou peu importe. C'est plutôt moi qui se questionnais sur les rumeurs qu'il visait dans les dernières années, les derniers mois. On se rappelle en début de saison, Matt Dumba était un défenseur qui était beaucoup visé par les rumeurs de transaction chez le Wild. Puis plus la saison avance, plus son cas devient compliqué. Puis je m'explique, c'est que le défenseur va être très difficile à protéger au repêchage d'expansion cet été. Mais là, le Wild connaît une bonne saison, ce qui n'était pas nécessairement prévu. J'imagine que Bill Guérin souhaitait que son équipe se débrouille bien, mais là, on est dans le portrait des séries. On a besoin de Matt Dumba dans l'alignement, mais c'est également un défenseur qu'on risque de perdre au repêchage d'expansion. Donc là, sa valeur serait au maximum à la date limite des transactions, mais avec le positionnement du Wild dans le classement, il y a de fortes chances qu'on décide de garder le défenseur. Donc c'est le genre de move qui pourrait arriver cet été, de voir Matt Dumba être échangé peu avant le repêchage d'expansion. Ensuite, on a Pierre Lebrun qui mentionne que il y a eu des demandes de la Ligue nationale pour faire abaisser la durée de la quarantaine au Canada. Puis par rapport à ça, on a eu Gary Bettman qui a affirmé que la seule année, ça va être la seule année d'existence de la division canadienne. On prévoit revenir aux anciennes divisions dès la prochaine semaine. Évidemment, tout va dépendre de la situation de la COVID à travers l'Amérique du Nord, à travers la planète, évidemment. Mais un point intéressant a été soulevé par Elliot Friedman dans sa dernière chronique du Saturday Headline sur Sportsnet. C'est qu'il y a quelques équipes qui se sont manifestées pour faire une espèce de lobby pour conserver la division canadienne, au moins avec des partisans, pour voir si la division canadienne pourrait rapporter plus d'argent aux équipes. On se cachera pas, la division canadienne, ça implique que 4 formations de la division, donc 4 formations canadiennes, sont assurées de participer aux séries. Puis ça, côté revenu pour la Ligue et pour les équipes, c'est très, très, très favorable. Donc, je suis pas surpris qu'il y ait des équipes qui se soient manifestées. Par contre, du côté de la Ligue, on semble assez fermé au maintien de cette division canadienne-là. David Pagnotta, en début de semaine, mentionnait que les Blue Jackets cherchent un centre numéro 1. C'est drôle, il y en avait un récemment, mais on a décidé de l'échanger parce que sa relation avec le coach, ça fonctionnait pas. On se fera pas de cachette, là. On le sait que c'est un peu pour ça. Et puis, les Islanders se cherchent un joueur de profondeur, selon David Pagnotta également. Pour les Blue Jackets,
David Pagnotta mentionnait que le DG de la formation pourrait décider d'utiliser Zach Werenski comme appât pour aller chercher un premier centre. Puis il a même soulevé l'hypothèse que chez les Kings, on serait peut-être prêt à se départir d'un gars comme Alex Turcotte, un joueur de centre de 20 ans, afin d'attirer Werenski, parce que les Kings cherchent, on se rappelle, j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais les Kings se cherchent un défenseur gaucher mobile. Donc Zach Werenski correspond beaucoup à cette définition-là. Mais Zach Werenski, désolé, Monsieur Pagnotta, mais à mon avis, là, Zach Werenski, ça vaut beaucoup plus qu'Alex Turcotte. T'sais, Alex Turcotte, on en a parlé dans des podcasts, puis je suis pas mal sûr que l'Archie écouterait présentement, puis il serait d'accord avec ce que je dis. On l'a vu au championnat mondial junior, moi, Alex Turcotte, c'est pas un joueur incroyable. Moi, à mon avis, c'est pas assez payé pour Zach Werenski. Puis, personnellement, si le DG des Blue Jackets décide de se départir de Werenski pour aller chercher un joueur de centre, c'est clairement Quinton Byfield qu'on doit viser et personne d'autre. Et là, les Kings, est-ce qu'ils vont laisser partir Quinton Byfield? Impossible. Donc, je vois pas vraiment de fit entre les Kings et les Blue Jackets. Par contre, je connais une formation qui aimerait bien ça avoir un défenseur comme David Savard au sein de sa formation. Puis c'est un peu ce que Joe Smith rapportait cette semaine au niveau du Lightning de Tampa Bay, qui chercherait un défenseur pour combler sa profondeur au sein de sa brigade. Mais David Savard serait un très bon candidat pour le Lightning de Tampa Bay. Et ben, c'est sûr que Savard gagne de l'argent, là. Il gagne un petit peu plus que 4 millions par année. Ben, le Lightning va devoir se départir d'un salaire. Et puis on a un Tyler Johnson présentement qui dort dans l'alignement en attendant qu'il arrive quelque chose, qui gagne un salaire considérable, on parle d'un petit peu plus de 5 millions. Genre de joueur de centre qui pourrait très bien venir dépanner une formation comme les Blue Jackets de Columbus. C'est sûr que Tyler Johnson n'est pas un premier centre, mais c'est quand même mieux que d'avoir un gars comme Jack Roslovic comme premier centre, que normalement il jouait à l'aile avec les Jets, puis d'avoir un Max Domi comme centre de confiance, alors que chez le Canadien, il jouait sur le 4e trio. Fait que personnellement, je vois quand même un bon fit entre le Lightning et les Blue Jackets de Columbus à ce niveau-là. Puis je mentionnais, selon Pagnotta, que les Islanders se cherchent un joueur de profondeur. Ben, le chroniqueur de Fourth Period regardait quelques candidats sur le marché. Il a soulevé le nom de Tanner Pearson, de Brett Connolly, de Calle Jarnkrok et de Alex Iafallo. Iafallo, que j'en ai parlé dans le podcast, je l'avais déjà associé avec le Canadien dans une analyse. C'était pas fondé sur une information ni rien. Mais Iafallo et Tanner Pearson sont deux joueurs qui sont visés par des rumeurs de prolongation de contrat au sein de leurs formations respectives. Donc, j'ai de la difficulté à les voir quitter là, présentement, là, surtout dans le contexte où Iafallo connaît une très bonne saison avec Los Angeles et Tanner Pearson comble un besoin criant au sein du top 6, même s'il ne produit pas beaucoup. Il joue très bien présentement. Donc, Brett Connolly et Calle Jarnkrok seraient mes deux candidats pour appuyer ce que Pagnotta mentionnait dans sa chronique. Connolly, ben évidemment, c'est un gars qui gagne quand même de l'argent. Là. Il touche 3,5 millions par année présentement. Donc, impérativement, il faudrait se départir d'un joueur comme Leo Komarov dans une transaction entre les deux équipes. Là, est-ce que tu veux échanger Connolly contre Komarov? Connolly a plus de talent de marqueur que Komarov, à mon avis. Donc, la transaction pourrait faire du sens. Mais Calle Jarnkrok pourrait apporter une dimension intéressante, puis il traîne un salaire de 2 millions par année. Donc, c'est un élément qui serait un peu moins coûteux pour les Islanders, pour leur profondeur. Eric Staal
chez les Sabres, est visé par plusieurs rumeurs de transactions. Il a mentionné lui-même qu'il serait prêt à accepter une transaction avec une équipe aspirante. Puis Pagnotta et Friedman ont soulevé l'hypothèse de voir Eric Staal atterrir à Saint-Louis, à Edmonton, en Floride, à Chicago. Je serais très surpris que les Hawks mettent la main sur Eric Staal. Là. Sincèrement, je pense qu'on a un plan à moyen terme au sein de l'organisation, puis on se laissera pas aveugler par des séries cette année. Là. À mon avis, ce sera pas ça. Donc, d'aller chercher Eric Staal, je crois pas que ça fasse partie du plan. En Floride, ça pourrait être une acquisition intéressante, mais je le vois vraiment atterrir à Edmonton. Edmonton qu'on a ajouté Carl Turris pour le 3e trio. Une signature que j'étais assez en accord quand c'est arrivé. Je trouvais que c'était une bonne place pour que Turris se relance au niveau offensif, puis finalement, ça fonctionne pas du tout. Pour Carl Turris, ça va pas bien cette année. Je pense qu'on regrette cette signature-là. Puis Eric Staal viendrait assurément réparer cette erreur-là, mais il va falloir débourser, c'est sûr. Eric Staal, il traîne un pas pire salaire de 3,5. C'est pas si pire, 3,5, mais tu sais, à Edmonton, on a un petit peu moins d'espace sur la masse salariale. Donc, il va falloir faire des efforts du côté de Ken Holland, mais je pense que c'est assez réalisable là, de voir Eric Staal atterrir à Edmonton. À Saint-Louis, un petit peu de difficulté. Là. Présentement, on répond aux exigences du plafond salarial parce que même si Tarasenko est revenu au jeu, qui est sorti de la liste des joueurs blessés, ben on a plusieurs blessés. On a Jaden Schwartz qui est blessé, Colton Parayko, donc on répond encore aux exigences. Mais d'ajouter Eric Staal dans le lot, c'est clair qu'on ne serait pas en mesure de répondre au plafond salarial. Selon Frank Seravalli, il y a beaucoup d'appels présentement pour Rickard Rakell, un nom qui a été mentionné dans le podcast récemment. Puis, c'est un ailier droit, droitier. On se rappelle, les Flames se cherchent exactement ce type de joueur. Donc, c'est assez facile de faire le lien entre la formation canadienne et Rakell. Par contre, il y a 2 DG qui ont mentionné à Seravalli que le prix était très haut présentement pour Rickard Rakell. Et puis, il y a une information qui est sortie dimanche également, à l'effet que Toronto se sont informés pour les services de Rickard Rakell. Et puis, ils se sont fait dire exactement la même chose, c'est que Rakell, ça coûte cher. Donc, pour en revenir à une rumeur qu'on a déjà rapportée dans un podcast, ben, si Rakell est trop cher pour les Leafs, c'est clair qu'on va essayer de se tourner vers un Mikael Granlund qui va coûter pas mal moins cher sur le marché. Aaron Portzline du côté de Columbus mentionne que Max Domi et Mikhail Grigorenko. Columbus me fait capoter cette année. Ils arrêtent pas de dire qu'ils cherchent des centres, mais ils mettent le centre disponible sur le marché. Ça n'a aucun sens. Max Domi sur le marché. Grigorenko, ben ça, c'est pas une surprise. Là. Grigorenko, son retour en Ligue nationale, ça s'est pas très bien passé. On avait des petits espoirs que le joueur russe allait connaître un peu de succès comme joueur de profondeur, sans avoir l'étiquette de joueur qui doit absolument performer à titre de premier choix, à titre de choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Mais finalement, Grigorenko, c'est la KHL qui l'attend encore une fois, là. Il n'a plus sa place dans la Ligue nationale. Puis je serais bien surpris qu'il trouve preneur pour Grigorenko chez les Blue Jackets. Par contre, Max Domi sur le marché, ça, c'est impressionnant. Si ça arrive, on peut déjà donner les félicitations à Marc Bergevin pour cette transaction-là, parce que c'est très décevant pour Domi chez les Jackets, vraiment, là. Un très mauvais passage dans la formation. Heureusement, il connaît des bons moments présentement. Il a connu une bonne semaine. On va souhaiter que ça se maintienne, parce que ce sera pas facile de l'échanger avec la saison qu'il connaît présentement. On termine avec les informations d'Elliot Friedman qui mentionne que Carl Palmieri sera un très gros nom sur le marché des transactions cette année. Encore une fois, Carl Palmieri qui est visé par des rumeurs. L'an dernier, c'était la même chose. Les Devils ont décidé de ne pas l'échanger parce que
de mémoire, on n'avait pas obtenu vraiment le prix qu'on voulait pour Palmieri. Puis cette année, ben, c'est clair qu'on va retester. Palmieri est joueur autonome sans compensation cet été. Donc c'est un ailier droit, il est droitier. Encore une fois, c'est facile de le relier aux Flames qui cherchent ce type de joueur-là. Ça fait 2 ans là, que son nom il circule. Là, fait que c'est vraiment le joueur que je m'attends qui va quitter les Devils. Je serais prêt à mettre un peu d'argent là, sur le fait que Palmieri va quitter. Là. Puis, Friedman mentionne également que la Caroline, Washington et Colorado se cherchent un gardien de but. On en a parlé dans le dernier podcast que il y avait des formations, je crois que c'était Washington, plus précisément, qui cherchait un gardien de but. Puis je me disais, mais quel gardien de but va être échangé en pleine saison? Sincèrement, je voyais pas de candidat. Je me suis creusé la tête cette semaine à me dire, là, on est rendu à 3 équipes, on cherche des gardiens. C'est pas comme le marché des joueurs, là, le marché des gardiens. Avec le calendrier condensé, il y a certaines formations qui roulent à 3 gardiens de but. Mais je me suis tourné vers les Red Wings de Détroit. Puis je me demande vraiment si Jonathan Bernier pourrait pas être utilisé par les Wings sur le marché. Parce que Détroit sont en reconstruction, c'est clair. Là. Les Wings sont en reconstruction. Ils vont assurément finir dernier. Ils n'ont pas une bonne saison. Puis les seuls joueurs qui ont été mentionnés comme étant disponibles sur le marché, c'est Bobby Ryan, Luke Glendening puis Mark Stahl. C'est 3 joueurs qui rapporteront pas vraiment un beau retour sur le marché des transactions. Puis on se demande même si les 3 vont être échangés. On se demande si un des 3 va être échangé. Mais Jonathan Bernier, par contre, je pense qu'il y aura un certain marché pour ça. On le voit, là, il y a 3 équipes qui cherchent un gardien de but. Puis Jonathan Bernier connaît une bonne saison cette année, malgré le fait qu'il est derrière une équipe très poche. Le Québécois a quand même une moyenne d'efficacité de 912, moyenne de buts alloués de 2,96. Tu sais, c'est des moyennes pas si pires, là, quand on regarde les performances des Red Wings. Puis présentement, il gagne 3 millions. Il est joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. Je pense que s'il y a un candidat masqué, un candidat gardien de but qui pourrait être échangé, ben finalement, je pense que Jonathan Bernier, à bien y penser, serait le joueur visé pour venir combler un poste. Est-ce qu'il va retourner au Colorado? Je lance la question. Il est resté une saison là-bas, ça a très bien été. Donc, ça pourrait être un petit retour pour venir appuyer la profondeur parce qu'au Colorado, Pavel Francouz, encore blessé, puis ça progresse plus ou moins là, présentement. Donc, on peut pas rentrer en série avec Grobauer et Hunter Miska. On s'entend que Jonathan Bernier, c'est pas le gardien de but qui va te procurer une Coupe Stanley, mais au moins, ça peut te donner une petite option de plus là, dans le filet là, du côté de Colorado. Si on termine avec le TSN Trade Bait, ben je renommerai pas les noms qui ont été sortis la semaine dernière, mais un petit nom s'est ajouté. Un petit joueur des Bruins, Jake DeBrusk, a été laissé de côté cette semaine. LT Scratch, il était en santé, pas de blessure. On l'a laissé dans les estrades parce que présentement, on n'est pas satisfait de son effort, on n'est pas satisfait de son apport offensif. À 24 ans, vient de signer un contrat de transition de 3,675 millions qui va tomber à échéance après la prochaine saison. Cette année a 6 points en 18 matchs. Cette année, on s'attendait à une petite éclosion là, de Jake DeBrusk, puis ça n'arrive pas. On est un peu déçus de son rendement. En même temps, les Bruins ont des difficultés présentement. Donc, d'échanger DeBrusk, que sa valeur est pas si haute que ça actuellement, elle demeure intéressante, sa valeur, mais elle n'est pas aussi haute qu'elle devrait l'être. Je suis pas sûr que ça procurerait du positif pour les Bruins. Puis là, ben, ce samedi, il était encore à l'écart, là, mais c'est parce qu'il est sur la liste COVID. Là. Fait que c'est pas parce qu'il était décevant. Là. Cette semaine, oui, mais ce samedi dernier, c'est à cause de la COVID. Donc là, c'est clair que chez les Bruins, on va vouloir que Jake DeBrusk se remette en marche.
non seulement pour avoir un peu d'offensive dans cet alignement-là, mais si on prévoit de l'échanger, on va vouloir qu'il commence à produire pour qu'il vale de quoi sur le marché. Donc, c'est ce qui met fin à l'édition de cette semaine du Poolcast du TSLH Podcast. Partagez le podcast. Abonnez-vous également. On est sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Balado Québec. On est sur YouTube également en format audio. Je vous rappelle que cette semaine, je vais sortir ma propre liste pour le repêchage 2021. Et mon collègue Pascal va faire pareil la semaine prochaine. Donc, dans le TSLH Podcast, on va vous préparer un épisode complet là-dessus. On a également notre épisode bimensuel qui s'en vient cette semaine. Soyez à l'affût, ça va sortir possiblement vendredi. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Poolcast du TSLH Podcast.